alors que tu avais connu un joli succès avec ton premier spectacle solo. En 2005, pourquoi tous ces boursements arrêtés pour toi? That's the best question. Parce que je l'utilise dans mes conférences. Ça, je l'utilise dans mes conférences. Je dis, en 2005, j'ai tout arrêté. Et je demande au public, vous vous demandez pourquoi? C'est en 2005, ça fait faire 17 ans. Moi-même, je me demande encore, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Même quand j'ai fait le show d'humour, pourquoi j'ai fait ça? Comment? J'allais donner la réponse que le psychiatre donne, non? Mais ça ne me satisfait pas. Il dit, oh, mais c'est une psychose. La plupart de mes patients, quand ils font une psychose, la plus grande des choses qu'il faut, c'est le regret des choses qu'ils font quand ils sont en psychose. Comment? Ils regrettent ce qu'ils ont fait. Et moi, sincèrement, c'est que, tu vois, que je vais parler, quand on voyait de l'extérieur, tout le monde m'a envié la vie que je menais. Mais ils ne savaient pas le struggle que je menais. J'avais une femme africaine que j'avais dans le pays, elle prenait tout, j'avais acheté une maison, une auto, tout comme moi. 3 semaines avant le mariage, j'apprends qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Et là, je vais voir, à un moment donné, j'ai mis un avocat, j'ai vu que tout l'argent de la tournée, on l'avait pris. Tu comprends? Damn! Je n'aime pas de vacances. Regarde, give up, j'en ai marre, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, tout ça. Wow. La femme, moi, j'abandonne. Comment? Je ne vais pas à mon mariage. Je suis vieux, quand j'étais à Runaway Bride, man. C'est à Runaway Bride. Comment? On se mariait à Cuba. Ma famille est partie, la famille de ma blonde est partie. Comment? C'est tous les trucs que les gens ne savent pas ce qu'on vit. Puis je n'ai pas été là. Quand je venais voir que tout l'argent de la tournée, on l'a pris. Comment? Damn! Tu travailles, tout ça, tu te fatigues, tout ça. On se moque de toi. Hein. On dit, j'abandonne. On appelle ça, dans le milieu, un suicide professionnel. Et je veux dire sincèrement, j'ai toujours été déprimé. Et j'ai du plaisir à être déprimé. Vraiment, ouais. Tu comprends? Si je commence à être content, c'est le lait que mes amis au Rwanda, hein, qui sont morts pour rien, m'ont laissé. Ne rigole pas. Même quand je rigole, je me rappelle qu'on a attaqué Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, c'est un des plus grands humoristes, hein, parce que c'est un acteur, même s'il voit les jokes, il les fait mieux. Il a dit, ton humour, c'est pas drôle, ça casse comme moi. C'était vraiment... Quand j'écris les meilleures blagues, il était juste pour rire, quand il y a trop de blagues, tout ça, je les faisais en pleurant. J'étais fâché, enragé. Tu verrais mes blagues, quand tu les vois, c'était un type enragé. Hein. Non, on en a parlé avec mon psy. Hein. Ça, c'est vrai. Mon psy, je suis né en colère. Oh, déprimé, fuck! Ils m'ont enlevé mon pays, ils m'ont enlevé tout. Et un des trucs pour être plus sincèrement, quand mon père est mort, ça a été le plus grand jour de ma vie. J'avais 3 ans et demi. Je me suis dit, quand je vais être grand, je vais être comme mon père, je vais être mort. Pendant une semaine, il y avait des gens autour de chez moi, il y avait comme un festival. Waouh, c'était génial. J'ai vu mon père coucher avec des avec des souliers. On a eu un tour d'auto, un cortège. C'était vraiment un festival shit. J'étais, c'est quoi? Waouh! Je pensais qu'il avait gagné quelque chose. Je dis, mon père, waouh, je vais être comme lui. Après ça, je demande à mon frère, il dit, mais quand est-ce qu'on revient à la maison? Mais il est moi, ouais, je sais, tout le monde dit, moi, ouais, mais c'est la grosse affaire, man, j'ai vu ça, man. Mais quand est-ce qu'on revient? Et là, quand j'ai découvert que la mort, c'est la chose la pire, tu comprends? Je pensais que c'était quelque chose de gros. J'avais 3 ans et demi, hein. Et 3 ans et demi plus tard, mon frère aîné est mort aussi, tu comprends? Accident de voiture, tu comprends? Tu vois, les hommes de ma vie, on les enlève. Je dis, chier, mais c'est quoi ça? Tu comprends? Puis après ça, on dit, on t'a enlevé ton pays. Tu comprends? C'est normal, je suis en colère tout le temps. En fait, demande-moi, le seul moment où je suis pas en colère, c'est quand je suis avec des enfants. Il y a un truc, j'ai créé des problèmes avec les enfants rwandais, ils pleurent parce que je suis parti. Je fais quelque chose qu'aucun Rwandais ne fait. Je suis toujours en train d'amuser les enfants. Tu sais, je vais leur montrer quelque chose de bien. Puis il veut savoir, il est où lui? Il est où? J'ai un neveu que je me suis occupé, au Rwandais. Il est où, Michel? C'est le gars qui les amuse parce que pour les enfants, c'est le truc de Robin Williams. D'ailleurs, ça m'a déstabilisé. J'avais vu mon psychiatre qui, quand il m'a dit que je suis bipolaire, moi j'ai compris bien populaire. C'est une maladie. Non, bipolaire. Mais non, c'est pas une maladie de blanc, ça, ce truc-là, tu vois. Et là, c'est Robin Williams. Je dis, ce truc-là, nous, les humoristes, on n'est pas fous. Tu vas dire que Robin Williams a un problème de santé mentale. Puis là, quand j'ai su qu'il y avait un problème de santé mentale, ça m'a déstabilisé. Je ne savais pas. Hein. C'était 5 ans avant sa mort. C'est l'humour qui m'a sauvé. Rions de ça. C'est le seul moment où je ris, mais sinon, c'est injuste, ça joue mal. Tu comprends? C'est enrageant. Je vais trouver qu'est-ce qui me fait plaisir. You know that. La victoire. Dustin Hoffman, tu connais Dustin Hoffman, le grand acteur. Hein? Il avait gagné Globe and Gold. C'est pas un Oscar, Globe and Gold Award. Puis on a demandé,
Il a parlé de ça. Il a parlé de qu'est-ce qui te fait le plus plaisir. Il a parlé d'un Asiatique, un virtuose, un jeune Asiatique. On lui demandait qu'est-ce qui te fait plaisir. Est-ce que quand tu vends plusieurs albums, c'est quand tu fais des concerts, qu'est-ce que quand tu vends, tes albums sont vendus, tu fais beaucoup d'argent, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? C'est quand ça fait, je veux dire, quand ça fait 5 heures, 6 heures, tant je trouve la note, quand je trouve le gag, hein, des fois, j'ai trouvé un gag dernièrement, tout le monde n'aime pas, mais je le trouve bon. Mais quel est le métier le plus sécuritaire en Haïti? Et ambassadeur d'Haïti à l'étranger. Même le président d'Haïti aimerait ça, ambassadeur à l'étranger. Je trouve ça bon. Ou bien, un autre truc, ça me trouve ça bien. À mon âge, je me suis fait arrêter par la police pour excès de vitesse. Pourtant, je suis à pied, j'étais à pied, moi je ne conduis pas. Parce que je courais avec un sac, un noir court avec un sac. Tu vois, quand je trouve le gag, c'est ça qui me fait plaisir. Quand je fais un spectacle qui fonctionne, je m'excuse sur la tête de ma mère, je dis, c'est mieux que faire l'amour, je te le jure. Tu comprends? Ouais. Parce que faire l'amour, ça dépend de la personne. Si tu es riche, je vais faire, tu comprends? C'est plus de trucs, il y a beaucoup de mensonges, faire l'amour. Mais quand tu fais un spectacle, ça fonctionne. Je te le jure. Quand tu es sur scène et que tu fais le gag qui fonctionne, ça rit, mais tu es le maître du monde. Tu comprends? L'écriture, c'est quelque chose que tu touches énormément. Est-ce que tu as le goût un jour d'écrire un livre? Est-ce que c'est déjà quelque chose que tu as déjà fait? Très bonne question. Mais, premièrement, mon show, ce n'est que l'écriture. Tous les humoristes, ils écrivent. Quand moi, je sortais mon show, la plupart des gens ont sorti le show sur un DVD. Moi, mon show est sorti en livre. J'écris toutes les jokes. Je ne les ai pas improvisés. J'ai entendu quelque chose que Patrick Huard a dit, quelque chose de bien. Même l'improvisation est préparée, est écrit. Mais les romans, moi j'adore lire les romans. Mais je suis impressionné par les romanciers. Je ne peux pas écrire. Je peux pas écrire comme le romancier. Autant les romanciers sont impressionnés par les humoristes. Hein. Mais vraiment, ils écrivent. Et Danny, je l'aime bien. Il m'a donné la chance de jouer dans son premier film. Tu comprends? Et avoir le respect de Danny, c'est vraiment quelque chose de respectueux parce que c'est le premier noir qui est vraiment respecté et craint par les blancs de la haute. Comment? Même le président de la France, oh, Monsieur Laferrière, Premier ministre du Canada, Premier ministre du Québec, oh, Monsieur Laferrière. C'est un type qui est venu lui est venu de loin, il travaille dans la manufacture, puis il a gagné le respect. Puis tellement un type très brillant qui m'a appris à ne pas se plaindre. You can take it. Ne te plains pas. Il ne s'est jamais plaint. Il a reçu des coups. Même quand on doit faire comme l'affaire de Mohamed Ali. C'est la bataille qu'il faisait au Sénégal, au Zaïre. Il fallait me donner un coup. C'est tout ce que tu peux donner. Je peux en prendre. Donc, c'est ce qu'il m'apprend en disant, même les coups, on peut faire des coups racistes. C'est tout. Je peux en prendre, man. Ma vie, c'est yoga, natation. Je fais ça. C'est le seul jour. Parce qu'à un moment donné, si vous me connaissez, j'étais une vedette. À un moment donné, je suis tombé. Parce que quand j'ai quitté mon pimp, ils m'ont dit, on pouvait l'écraser. On m'a écrasé, je n'avais rien. Et j'ai découvert le yoga, natation. C'est le seul moment où je me sens vivant, là. Je fais 1 heure. Je peux pas faire moins d'1 heure de natation. Je fais 1 heure de natation, je sors là-bas. I'm still alive. Tu comprends? Parce que souvent, ce qui peut arriver, on vit, c'est l'étiquette qu'on te donne. La plupart des gens, tu travailles sur quoi? Ton travail devient ton identité. Ce que tu es une blonde, tu deviens ton identité. Si tu as l'argent, tes parents ont l'argent. Mais quand je fais du yoga, natation, ce n'est pas what I have. Ce n'est pas ce que je possède. C'est moi. Je me sens vivant. Tu comprends? Juste être vivant, juste moi-même. Donc, essaie de m'attaquer. Ça, c'est le Mambala. Quand je suis avec mes ancêtres, quand je suis attaché à mes racines. Je peux regarder, par exemple, je peux attaquer mon frère. Lui, il est devenu bien québécois. C'est pas que je suis bien québécois qui aime le basket, le LeBron James, qui travaille à la banque. Il y a sa petite femme québécoise avec tes 2 enfants, un peu comme toi, tu comprends? Lui, là, il veut ses vacances. Mais moi, c'est toujours une bataille entre... Je reviens du Rwanda. C'était amusant. On faisait un massage, puis ils avaient une odeur. C'est l'odeur africaine, tu comprends? Au début, je commençais, non, Michel, il faut accepter cette odeur-là, c'est l'odeur africaine, tu comprends? J'essaie de reprendre ma culture, tu comprends? Donc, mes hobbies, c'est le yoga, natation. Ouais.
On pourrait te voir après être dans la série de Philippe Falardeau, Le Temps des Framboises. Parle-nous-en. On pourrait te voir. On m'a vu, puis je suis invité pour la 50e saison. Ah ouais? Parle-nous-en. Tu sais que mon endroit préféré, où ce que je me tenais, qui est l'endroit, je trouve même, j'ai dit au Rwanda. Quand je suis là, ils m'ont demandé, tu peux venir au Rwanda en juillet, parce que c'est beau, juillet en Rwanda, ne jamais de la vie. Ah ouais. Juillet à Montréal. D'ailleurs, j'ai entendu Daniel Laferrière qui dit il était à Montréal, il était en Haïti. Il était à Montréal parce qu'ils ont connu l'hiver. En juillet, moi, je suis au parc Jeanne-Mance. Là, j'étais bien en train de lire mon livre, j'étais bien. Je reçois un appel pour faire les framboises. Puis on a pensé à toi, juste toi. On veut que tu fasses une audition, mais on n'a pas pensé à quelqu'un d'autre. Je fais une audition avec l'agent de Daniel Laferrière qui me fait ça. On me prend. C'est un truc d'ailleurs que je faisais, je toussais. Puis quand j'ai toussé, Falardeau arrive, puis il y avait Micheline Ancto qui était là-dedans. Puis je respecte les réalisateurs. Puis ils partent à rire. Hein. D'ailleurs, après ça, même le technicien me demandait quand est-ce qu'on va te faire un humour? Tu vois, je les avais fait rire. Puis ils disaient, shit, il est encore drôle. Là. Comment ça, on ne le voit plus? Ben, c'est parce que je n'ai pas de pimp. Et donc, la chance de jouer dans ça. Quand tu as parlé du fait d'écrire, hein, c'est difficile d'écrire. Tu dois trouver les jokes. Mais quand c'est les autres qui ont écrit des trucs que tu peux jouer, j'ai vu en théâtre, puis tu es payé pour ça, it was a good experience. C'est vraiment bien travailler avec un type que je respecte, Falardeau. Les textes sont comiques. Okay. Quel conseil donnes-tu aux personnes qui souhaitent devenir des humoristes professionnels? Trouve-toi un bon gérant. Peux-tu nous parler d'un de tes projets les plus mémorables? Mais le film de Daniel Laferrière, Comment conquérir l'Amérique à une nuit, j'ai eu la chance d'aller en Haïti pour voir ça. Et c'était... Ah oui, ça, c'est un des trucs que j'ai trouvé que... les acteurs de cinéma, c'est de la magouille. Hein. Vraiment, j'ai déprimé après le cinéma. Chaque jour, on te venait te chercher en auto, chez toi. Ils viennent, ils te donnent à manger, on te maquille, on s'occupe de toi. Faut pas... pendant 30 jours, on s'occupe de toi. Après, quand le tournage est fini, mais il est où? Ils sont où? Moi, je vais continuer, moi, tu comprends? C'était... Quelle vie! On s'occupe de toi. Il faut pas faire du ski parce que tu pourrais te casser une jambe. Je ne veux même pas faire du ski, tu comprends? On s'occupe de toi. En plus, tu es payé pour ça. Moi, j'aurais payé pour faire ce truc-là. Tu voyages, tu manges, tu t'amuses, tu joues avec des gens, avec des vedettes. Et tu appelles ça du travail. Il y a des gens qui exploitent d'autres. Quand j'étais à ce moment du cinéma, mais j'ai cherché quand est-ce que j'ai souffert. On m'a payé. Quand j'ai fait Belle, je suis rentré à la maison, je dis, maman, on est au Canada, man. J'ai pensé que je devais prendre des photos. Je portais des vestons. Ils m'ont dit, tu peux les garder, les vestons qui coûtaient 5 000, 1 000 $. Tu peux garder les vestons. Puis j'avais un téléphone, ça commençait le téléphone. Tu peux garder le téléphone. Puis tu as Internet gratuit sur le téléphone. Puis on te paye. Je ne dis pas le montant, un bon montant. Ouais, c'est ça l'Amérique. Qu'est-ce que tu as fait? Mais d'habitude, tu payes pour aller faire des photos. Tu sais, les immigrants ont payé 500 $ pour faire des photos. Tu regardes les photos. Moi, non, on va te payer. Tu te souris. Tu es fatigué. On te maquille, on te mange. C'est ça l'Amérique. C'est ça. C'est les projets. Tu comprends? Bienvenue en Amérique. Tu comprends? Pendant que mes frères sont en train de travailler en manufacture. Ça a été quelque chose qui me choque des fois. J'oublie pas mon frère. Hein. J'ai vu. Mon frère, lui, il peut oublier. Il y avait des Haïtiens comme ça, ils font pitié. Moi, le matin, j'allais à un tournage, parce que ça tourne le matin, série. Et je prends le métro avec les autres, moi je ne conduis pas, parce que justement, j'ai mon frère qui a monté un accident d'auto. Quand je n'ai pas l'accident d'auto, une auto l'a écrasé, j'ai décidé, je ne conduis pas. Une auto vient d'enlever la vie de mon frère. C'est un traumatisme. Quand j'ai vu le truc de l'autobus qui est rentré dans la garderie, je ne vais pas comprendre, mais ça m'a amené le traumatisme parce que ce qui s'est passé, quand mon frère et moi, il y a quelqu'un qui est mort aussi, quelqu'un qui était sous, il les a écrasés contre un arbre, il y était un autobus scolaire. Tu comprends? C'est quelque chose, ça me reste comme ça. Donc je prends le métro, et je vois beaucoup d'immigrants qui se lèvent 5 heures du matin, qui vont travailler à la manufacture. N'oublie pas, hein, c'est pas parce que tu as une belle vie qu'il n'y en a pas d'autres qui souffrent. Même c'est là où beaucoup d'immigrants m'ont engueulé. Si tu as la vie rêvée, tu as tout abandonné pour ça. Oui, parce que je suis un peu en colère. Il n'y a rien qui me fait plaisir vraiment. Comment? On m'a enlevé mon pays, on a tué mes frères et sœurs. Même quand je faisais des mots juste pour déranger. Comment? C'est juste pour déranger. Après ça, je gâche ça. Comment? Merci pour m'inviter. Hein. Respect, man.